Merci beaucoup. On va donc poursuivre ensemble les échanges, ceux de la table ronde précédente, puisque vous avez au cours de la table ronde qui vient de s'achever, travaillé, discuté autour de la conciliation d'enjeux importants pour la mer, notamment de la question de la préservation, de la question de l'énergie et de la question des usages. La table ronde que nous ouvrons à présent va nous permettre de parler d'initiatives locales et de projets de territoire. Nous allons donc parler gouvernance des projets, échelle de décision avec deux problématiques fortes qui vont nous guider pendant nos échanges. La première, c'est celle de la question de la conciliation de deux enjeux, deux priorités, souvent présentées comme inconciliables, celle de la préservation de la mer ressource, mais la mer aussi bien commun, et on définira peut-être le bien commun, la préservation de ce qu'est la mer, ce bien commun pour nous tous, et la préservation aussi d'intérêts de communautés qui peuvent être des communautés d'usagers, des communautés sur le littoral. Cette question-là est une question qui se pose fréquemment et vous l'avez posée lors de la table ronde précédente. Avec un petit corollaire, c'est que cette question, il n'y a pas que les gens de mer qui se la posent. On se la pose sur nos côtes, mais on se la pose aussi plus généralement dans l'ensemble de la société, et toute la société civile est concernée avec un questionnement: où est-ce qu'on place l'intérêt général? L'intérêt général doit-il être pris en compte au niveau des littoraux, au niveau des usagers, ou est-ce que ça concerne l'ensemble de la société? C'est une première question qui va nous interroger. Et puis, il y a un deuxième élément qui va nous amener à parler de territoire, de prise de décision. C'est le changement climatique, bien sûr, parce que ce changement climatique dont vous parlez depuis ce matin, je crois que c'est un fil rouge, ce changement climatique, il entraîne une modification des enjeux. On parle d'acidification, on parle de modification de la biodiversité, avec des impacts sur les activités halieutiques notamment, modification des espèces auxquelles on a accès, ça interroge, une modification des enjeux, une modification des traits de côte. Les questions de submersion sont aussi de plus en plus présentes. On en parlera ensemble. Monsieur Samama nous en dira peut-être quelques mots. Donc, tous ces enjeux, celui de l'échelle de décision et celui du changement climatique, sont des enjeux qui vont traverser nos échanges. Ceci dit, nous avons à cette table de très nombreux intervenants. Je les remercie d'être avec nous et de nous apporter leur éclairage d'experts. Nous avons aussi en ligne, et je vais juste vérifier qu'elle est là, Roxane Lavoie. Roxane, vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Voilà. Bonjour Roxane. Bonjour. Roxane qui est donc au Québec et qui va pouvoir nous apporter un éclairage sur les initiatives, la façon dont les projets sont abordés. De l'autre côté de l'Atlantique, ça nous apportera aussi un éclairage important. Merci, merci Roxane. Avec nous donc cet après-midi, je vais peut-être vous présenter très rapidement autour de la table Catherine Bersani, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Catherine, vous êtes présidente de l'ITOCéan, vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'ANEL, et puis vous avez un regard, une expérience longue sur ces questions du maritime, avec, vous venez de me le dire, un regard de juriste qui nous sera très utile tout à l'heure. Avec nous également, juste à côté de vous, Norbert Samama, le maire de la ville du Pouliguen. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'ANEL également, vice-président, excusez-moi, et VP de la stratégie foncière et littorale de la communauté de communes. Le Pouliguen avec une problématique particulière qui va nous permettre d'éclairer les questions littorales dans des domaines qui ne sont pas seulement les activités en mer, mais aussi les impacts sur les activités économiques et le développement des communes.
On en parlera avec vous tout à l'heure. Guy Jourdain, membre du conseil de façade maritime, du conseil de développement de Brest également. Guy Jourdain qui porte avec le conseil de développement et aussi avec le conseil de façade une parole autour du questionnement des citoyens, la question de la citoyenneté autour de la mer et de la manière dont la société civile et les citoyens peuvent s'impliquer dans les décisions en matière de maritime. Avec nous également Raphaëla Legouvello. Raphaëla, donc, qui est navigatrice, qui est experte pour l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et qui est aussi la présidente d'honneur, la fondatrice de Respect Océan. Merci Raphaëla d'être avec nous cet après-midi. Nous avons aussi Francis Bossir de la CNDP, Commission nationale du débat public. Francis, qui est membre des 4 débats publics de façade qui viennent de s'ouvrir, qui sont en train de s'ouvrir, et qui va nous parler aussi de cette question de la place des citoyens dans les projets, les initiatives et les usages de la mer. Nous avons aussi juste à côté de vous Charlotte Michel, qui est docteure en sciences de gestion de l'environnement et qui est en charge d'un projet, là aussi très concret, on parlera de la mise en œuvre, qui est le projet Terre-Mer. Et enfin, Thierry Guimberto, qui est directeur de l'Institut Géographie et d'Aménagement de l'Université de Nantes, l'IGA Rhin, ou Rhin. Je peux mettre un peu d'accent si vous voulez, l'IGA-Rhin, donc qui va aussi nous parler de maritimité et de la manière dont on perçoit la mer dans les projets, dans l'aménagement, comment cette entité est prise en compte. Voilà. Et puis il y a vous, bien sûr. Le débat devra être un débat très ouvert. Donc n'hésitez pas à faire signe si vous souhaitez intervenir. Je vous propose également, si vous ne souhaitez pas prendre la parole de vive voix, d'envoyer vos questions, vos remarques par SMS. Vous voyez, il y a un petit numéro de téléphone qui s'affiche. Je garde mon téléphone juste là. Et si vous le souhaitez, je me ferai votre porte-parole pour poser les questions aux intervenants. Alors, n'hésitez pas, donc, soit en sollicitant le micro, soit en envoyant un SMS à participer à nos échanges. Nous nous donnons à peu près 1h30 jusqu'à, je vais vous voir regarder votre montre, 18h15. Grand maximum pour que chacun puisse profiter de sa soirée. Je crois que j'en ai fini avec les questions d'ordre pratique. Ouf. Je vous propose de revenir d'abord sur ces questions de définition. On va d'abord questionner le bien commun. Charlotte, on en a parlé quand on a préparé cette séquence, en se disant en fait, parler d'initiatives et de projets à l'échelle des territoires, ça nous oblige à dire où est le bien commun. On ne sait pas finalement. On est tous en capacité de dire j'agis pour le bien commun. Je monte un projet économique sur ma commune, c'est le bien commun. Je préserve la biodiversité à l'échelle de l'Atlantique, je préserve le bien commun. Je produis de l'énergie dans un contexte de crise énergétique, je préserve le bien commun. Alors, je voudrais avoir votre éclairage à vous. Vous le mettez où, le bien commun? Catherine, je vous en prie, prenez le micro. Moi, j'ai une réponse qui est peut-être très lâche. Le bien commun, le code, la loi française, alias le code de l'urbanisme, le dit avec un grand manque que je voudrais réparer, néanmoins avec un exemple contentieux. Le patrimoine, la France est le patrimoine commun de la nation. Et la notion de bien commun est très proche de celle du patrimoine, sauf que dans cet article numéro 1 du Code de l'urbanisme, on oublie l'océan, alors que l'océan participe tout autant du bien commun de la nation, ce que le Conseil d'État a reconnu à propos de l'île-dieu, non pas de l'île-dieu, d'une île, enfin d'une autre île, mais plutôt dans la Manche, c'est-à-dire que les communes littorales sont propriétaires de la mer jusqu'aux eaux territoriales.
Et je me souviens plus d'où était l'article, mais quand même, mon voisin, par exemple, qui se trouve au Pouliguen avec la mer devant lui, et ben jusqu'à la fin des eaux enfin jusqu'à la limite des eaux territoriales, c'est son territoire. Donc, le bien commun, c'est une responsabilité vis-à-vis du patrimoine. C'est de notre patrimoine, c'est-à-dire à la fois la terre et l'océan. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs échelles du bien commun et qu'elles ne sont pas forcément compatibles. Alors, je suis partiellement d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est un ensemble de poupées dont je ne qualifierai plus maintenant la nationalité, mais que la plus petite des poupées rend compte de la structure de toutes celles qui sont au-dessus. C'est très difficile pour la plus petite des poupées et c'est une grosse responsabilité pour la plus grande, qui est théoriquement l'État. Et le niveau européen et international? Alors, le niveau, l'Europe, c'est quasiment notre seconde patrie à tous, compte tenu des engagements internationaux, mais surtout nationaux que nous avons pris. Et quant à l'international, c'est une responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'international, mais ça n'est pas la même chose. C'est le respect que nous devons au patrimoine des autres. Regard donc, de juriste. Maintenant, vous qui portez dans vos actions une réflexion sur le bien commun, quand vous parlez de bien commun, vous portez quoi? Je vous en prie, voulez-vous prendre un micro? Par rapport à l'observation des terres utilisées dans des démarches d'aménagement, de gestion, etc. Sur les espaces littoraux et maritimes, je pense qu'en fait, on jongle beaucoup avec deux termes que vous avez utilisés, bien commun et intérêt général, sans y mettre exactement les mêmes choses. Et c'est pour ça que je suis hyper prudent sur l'aspect juridique et je pense que dans une sorte de raccourci pas du tout officiel, peut-être que le droit commun, on le mettrait un peu comme le domaine public ou le domaine public maritime, c'est-à-dire plutôt une référence à l'espace. Et par contre, l'intérêt général, peut-être qu'on l'associerait plus à des projets, à des activités ou de développement économique ou de préservation. Mais encore une fois, j'insiste, c'est pas du tout une approche, je dirais, officielle, juridique. C'est plus un constat de ce qui peut être fait. Et d'ailleurs, par rapport à ça, la collègue québécoise ou canadienne, je ne sais pas quel est le bon terme, pourra peut-être aussi apporter un éclairage intéressant parce que je pense que le terme de bien commun est peut-être davantage utilisé chez eux que chez nous. J'ai pas l'impression qu'il soit si souvent utilisé que ça de notre côté, sauf dans certains discours assez génériques. Et dans l'histoire, bien évidemment. Et dans l'histoire. Sur les communs, bien évidemment. Oui, oui. Mmh. Sur les communs, bien évidemment. Mais dans le fonctionnement actuel, voilà. Norbert, vous avez pris le micro avec beaucoup de détermination. Oui. Non, c'est Catherine qui me l'a donné très gentiment. Pardon. Alors, moi, je vais être un mixte, si vous voulez, parce que j'ai une formation de juriste, donc j'ai forcément un peu une vision qui est proche de celle de Catherine, et puis en même temps, forcément, avec un investissement un petit peu à caractère politique, j'aborde, et quand je dis ça, c'est plutôt de politique de la progression d'un territoire, comment celui-ci s'articule-t-il avec toutes les problématiques qu'il porte. Quand vous me parlez de bien commun et d'intérêt général, j'ai tendance à ne pas vouloir séparer les choses. Le bien commun, pour moi, il ne s'arrête pas effectivement au domaine public. Le bien commun, c'est un ensemble, c'est comment fait-on avec le territoire qui est entre nos mains pour l'amener vers un objectif que l'on partage et qui doit se définir à partir de l'intérêt général. Donc, en fin de compte, j'ai énormément de mal, pour tout vous dire, dans ma vision des choses, à cloisonner. J'ai plutôt une tendance, et je pense que c'est ma grande difficulté depuis que je suis rentré en fonction, c'est que j'ai rencontré des acteurs qui n'ont cessé de décloisonner. Décloisonner, on peut plutôt de cloisonner
par peut-être envie de simplifier les choses, parce qu'effectivement, il est beaucoup plus facile d'aborder une question en la cloisonnant, c'est-à-dire en la cernant, en la délimitant et en y mettant des frontières. Alors qu'au contraire, je considère que nous sommes dans un écosystème où tout est absolument lié, et je pense que au contraire, il faut amener notre réflexion à faire en sorte que nous avons un bien commun sur lequel nous devons porter des projets. Ces projets doivent être construits parce qu'ils sont absolument tous liés. Je ne vois pas le bien commun maritime en tant que tel séparé du bien commun terrestre. Je vous donne un exemple pratico-pratique. Aujourd'hui, j'estime que nous devons, et nous, moi, quand je suis arrivé en fonction, je me suis aperçu que nous avions un SCOT, c'est-à-dire un schéma de cohérence territoriale, qui était dépourvu de toute aspiration maritime ou littorale. C'est-à-dire que nous étions, effectivement, nous avions cette tendance à maîtriser là où nous étions, c'est-à-dire uniquement le terrestre. Or, c'est un tort. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, tout est absolument lié. Si je prends la question de l'eau, aujourd'hui, se dire que nous avons un océan devant et que nous n'avons jamais lié la question des plans de sobriété en matière d'eau avec l'océan qui est en face, c'est-à-dire que nous avons un territoire qui n'est engagé en rien dans des plans de désalinisation ou d'économie d'eau qui puissent être liés avec l'océan. Quand je prends, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un écosystème, et donc il faut avoir une vision totalement décloisonnée pour ma part, et se dire comment vise-t-on les choses. Alors je ne veux pas être trop long, pardon, excusez-moi, c'est que je prends la politique du logement. Aujourd'hui, nous avons un trait de côte, et on va en parler, qui va venir retrécir notre territoire. Nous avons la nécessité d'arrêter une certaine forme d'artificialisation, ce qui fait que de l'autre côté, nous sommes pris par le zéro artificialisation net. Si nous n'avons pas une approche de la politique du logement qui inclut l'ensemble des contraintes qui pèsent sur un territoire, eh bien, nous allons taper à côté, c'est-à-dire peut-être parfois, avec nos politiques, créer des effets pervers, c'est-à-dire satisfaire une politique, mais créer des effets négatifs pour une autre. Et c'est cette vision globale que nous devons cultiver absolument. On garde ce point, vision globale, mais je vous réinterrogerai sur la compatibilité. Raffaella et puis Guy. Oui, peut-être aussi notre intervenante du Québec, je ne sais pas. Oui, je viens jusqu'à vous après, Roxane. Mais, je voulais déjà, quand j'entends bien commun, excusez-moi, mais je réagis tout de suite avec amie et navigatrice Catherine Chabot, qui a défendu l'océan bien commun et donc qui en a fait un porte-drapeau d'une cause et qu'elle essaye de pousser au niveau des Nations Unies. Et je pense que ce serait bien que la mer, l'océan soit reconnu comme un bien commun de l'humanité. Voilà, il y a ce terme, Raffaella, de l'humanité. Donc la question des échelles, c'est mondial. Voilà. Alors, et j'ai rebondi là-dessus sur ce que vous avez dit, Madame Bersani, Catherine, parce que en fait, pour moi, bien commun, du coup, renvoie aussi à la notion de responsabilité. Vraiment, et c'est le mot que je trouve le plus parlant. Et puis après, je suis d'accord que tout est lié et tout ça, mais quand on dit responsabilité, ben, la responsabilité, elle se décline en matière de devoir, d'action où on a à rendre des comptes, de réfléchir à ses impacts positifs ou négatifs, et puis d'aller au-delà, et notamment, par exemple, sur l'océan, tout est lié. Donc, les impacts qu'on a sur nous, sur notre côte, peuvent avoir des répercussions à l'autre bout du monde. Donc, en fait, tout de suite, on voit qu'on jongle avec les échelles, mais qu'on faut être très pragmatique, très opérationnel, et commencer aussi à décliner ça en termes pratiques sur alors ça, je suis sûre que vous allez réagir aussi, collègues, c'est sur la notion de méritoire, en fait. Donc, cet espace qui est un peu entre la mer et la terre et qui est finalement, qui va obéir à différentes juridictions, mais qui finalement constitue un tout, en quelque sorte. Intéressant, cette notion de responsabilité qui permet de faire le lien entre les différentes échelles. Et un premier élément de réponse, Guy. Ouais, quand on dit bien commun, moi je dis aussi gestion commune. C'est-à-dire qu'il faut trouver pour ce bien commun des instances qui permettent de gérer ce bien commun. Yves a évoqué hier un socio-écosystème. Ça veut dire qu'il faut trouver des instances qui permettent à la fois tous les acteurs économiques d'intervenir. Dans le cadre du Grenelle de la mer, c'était
Ça a été défini à certaines échelles. Il y a certaines stratégies nationales mer littoral, il y a les conférences maritimes de façade. Je pense que au niveau des territoires, il manque aujourd'hui une structure. Je sais que dans le pays de Brest, Yves-Marie en fait partie, on a une structure qui s'appelle Conseil mer littoral dans les 8 pays maritimes de Bretagne, où tous les acteurs se rencontrent. C'est dans le cadre du Ferramport, mais c'est quand même, comment dire, des instances qui sont plus larges que les pêcheurs, c'est-à-dire que c'est tout le côté maritime. Et là, on a des biens communs, on va dire. Il a parlé tout à l'heure du parc marin d'Iroise, mais je pense qu'on ne peut pas parler de biens communs dans le vide. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des structures démocratiques qui permettent à chacun de s'exprimer, qui soient contributives aussi, pas simplement participatives. Et aujourd'hui, c'est le grand dilemme. Quand vous parliez tout à l'heure de pas de SCOT maritime, ben oui, mais ça fait combien d'années, nous, on se bat quand même dans un pays d'Iroise qui est très maritime, qui a un parc marin, ça, ben, il n'y a pas de SCOT maritime non plus. Et qu'on demande depuis des années, et qu'aujourd'hui, je prends le cas du Conseil de développement de Brest, on commence à parler d'un volet littoral, c'est pas tout à fait un SCOT maritime, c'est un volet littoral, mais sans qu'on même on soit associé, quoi. Donc, la société civile organisée, elle doit être associée. Il y a eu quand même des démarches pour aller, les GIZC étaient un petit peu dans cette approche qui faisait le lien ou pas du tout? Non, mais moi, Il n'y a que 2 SCOT maritimes, dit Catherine. Il manque quelque chose en France. Il manque quelque chose. Oui? Roxane, est-ce que vous voulez nous apporter ce regard? On disait la notion de bien commun est une notion peut-être plus utilisée de l'autre côté de l'Atlantique. Quelqu'un dans la salle a suggéré par SMS, plutôt que bien commun, peut-être aller vers le terme de commun. Est-ce un bien, la mer? Et finalement, de réfléchir en termes de commun. Qu'est-ce que vous en pensez, Roxane? En fait, j'allais aller exactement dans ce sens-là, mais en fait, au Québec, il y a plusieurs nations, plusieurs cultures. Donc, plusieurs façons de voir la chose un peu. Je vais vous en présenter 2 ou je vais parler de 2. D'abord, le Québec, gouvernement québécois, on a des grands plans depuis 2002, la politique nationale de l'eau qui définit l'eau comme un bien commun. Puis c'est la responsabilité de tous de s'assurer de la bonne qualité de l'eau. Donc, chaque individu sur son terrain, son eau potable, les municipalités ont l'obligation aussi de produire de l'eau potable. Donc, toute l'eau, que ce soit de l'eau qu'on boit jusqu'au lac, jusqu'au Saint-Laurent, qui est plutôt notre côté mer, et gérée à chaque échelle, c'est-à-dire dès l'individu jusqu'au gouvernement provincial, il y a des instances, puis il y a même des instances qui sont au-delà de la province, qui vont jusqu'en Ontario pour tout le système Saint-Laurent-Grand Lac. En particulier, le long du Saint-Laurent, on a des tables de concertation régionales qui impliquent les différents acteurs d'une région qui est littorale, puis qui permettent de justement voir les différents enjeux, les différents intérêts, en parler, puis après en parler à des forums plus grands aussi, où est-ce qu'on discute de l'ensemble du Saint-Laurent. Donc, l'eau est vraiment effectivement définie comme un bien commun très clairement. Plus récemment, la politique a été mise à jour par une stratégie nationale de l'eau qui continue, là, puis qui maintient ses façons de travailler là, puis qui va encore plus loin dans ce qu'elle promet comme protection de l'eau, comme protection du Saint-Laurent. D'un autre côté, si on parlait à une Première Nation d'un bien commun, comme par rapport au territoire, puis là, c'est au territoire en général, là, la question se pose, comme on disait, autant pour les milieux maritimes que pour le reste du territoire. La personne ne pourrait jamais voir le territoire comme un bien. Le territoire appartient à personne, la mer n'appartient à personne, puis au contraire, c'est le territoire qui nous permet de vivre et de survivre qui fait qu'on peut exister, les humains. Puis donc, c'est de notre responsabilité à chacun de le protéger, puis de penser toujours dans cette génération pour s'assurer que dans cette génération, donc les petits-enfants que je ne connaîtrai jamais, pourront vivre et survivre du territoire, profiter des mêmes privilèges que moi j'ai en ce moment. Puis, donc, c'est une vision assez différente.
Merci. Avec les éléments que vous avez partagés. Francis, vous avez le micro, mais vous n'êtes pas exprimé sur cette notion de commun, d'échelle du bien commun. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est parce que j'ai une très bonne éducation, je ne coupe jamais la parole des gens. C'est très bien. D'ailleurs, comme vous le savez, le débat public, on est là surtout pour écouter. En revanche, c'est une notion qui me fait un peu peur, bien commun. Intérêt général, je comprends. Patrimoine aussi, très bien. Bien commun, c'est plus compliqué. Alors, je me dis, comme ça, moi, c'est un peu de sérieux, hein, c'est quelque chose dont on a collectivement hérité et dont on pense qu'il serait bon qu'on transmette collectivement aussi. Et si je me dis ça, alors les deux gros biens communs que je vois, c'est l'air et l'eau. Voilà. Alors après, on peut en trouver d'autres. Il y a la nature, évidemment. Bon, je me dis ça comme ça. Et c'est très différent d'intérêt général parce que là, on est quasiment aux lisières de, je sais pas, philosophie, le mot est peut-être un peu fort, mais je pense que c'est ça, bien commun. Pour moi, du coup, après, patrimoine et intérêt général, c'est dans la mise en œuvre plutôt. Et c'est un petit peu ce qui a été dit avec d'autres mots. Enfin, sauf si j'ai rien compris, évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Charlotte, c'est vous qui aviez lancé ce débat en me disant non, mais c'est pas aussi évident que ça, en fait. Quand on s'est eu au téléphone, effectivement, on parlait de bien commun, et moi j'ai dit, mais c'est quoi le bien commun? C'est pas un mot facile. C'est un mot qui véhicule beaucoup de valeurs, beaucoup de choses, beaucoup de débats. Et dire que l'océan est un bien commun, moi je sais même pas si c'est un bien, tellement il est fluide, tellement il est insaisissable, surtout que maintenant on se rend compte que l'océan, c'est pas qu'une flaque, comme disait quelqu'un ce matin, c'est aussi l'atmosphère, c'est aussi notre climat, c'est même pas un bien, nous sommes le bien de l'océan. J'ai envie d'inverser la chose. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un océan qui fonctionne. Donc, l'inverse, c'est vraiment, ça me trouble que de dire que la mer est un bien commun. Après, les communs, il faut le resituer. Enfin, bon, c'est terre que les communes, un collectif gérait de façon collective. On pâturait les moutons, etc. On mettait les moutons en commun. Il y avait quelque chose de collectif. Aujourd'hui, la propriété individuelle a fait qu'on a quand même beaucoup saucissonné l'espace terrestre, du moins. Et donc, pour dire du commun, on va chercher l'air, maintenant on va chercher l'eau, on va chercher tout ce qui échappe à la propriété privée, et il reste effectivement la mer, puisque la mer, c'est du domaine maritime, du domaine public. Bon, voilà, il y a des responsabilités, etc. Je pense qu'il faudrait effectivement reconnaître qu'il y a quelque chose de collectif, puisque dès qu'on touche au climat, c'est pas, en plus, ça ne concerne pas que les humains, ça concerne le vivant, ça concerne tout le monde. Et est-ce que la notion de bien me pose question? Voilà, qu'on le gère collectivement, certainement, mais encore, on l'a vu ce matin, c'est compliqué. Ne serait-ce qu'une ressource halieutique, qu'un espace marin qui a 3 dimensions, où chacun veut, un, faire de l'énergie, l'autre pêcher, l'autre se baigner, l'autre profiter du climat au bord, le 4e avoir un paysage, le 5e espère récupérer de l'eau, etc., etc. Tout est bien, tout est service commun, mais voilà. Tout est intérêt général aussi, Francis? Pas forcément, non. Non, justement, quand on dit non, mais voilà, la dame, elle nous fait réfléchir. En fait, quand on dit bien commun, moi, ça soulève la question de l'appropriation. Donc, c'est là que l'intérêt général arrive. L'appropriation, voilà un autre mot piégé, une appropriation matérielle du bien commun, pas bon. En revanche, nous avons tous peut-être besoin de nous approprier culturellement la notion de bien commun. Bon, voilà, alors c'est un peu des pirouettes avec les mots, mais en fait, on voit bien, c'est la propriété, c'est l'appropriation à des fins qui ne sont pas les fins collectives. Bon, et donc là voilà, là, il y a vraiment un conflit, et là, le bien commun, il montre ça. Jusqu'à quel point peut-on s'approprier quelque chose que l'on considère du bien commun? Bon, enfin, voilà, mais ceci dit, je suis pas juriste, je suis rien du tout, puis comme tous les géographes, un peu les pieds dans la terre. Dans le sable, parfois. Alors, on est entré par une approche un peu philosophique. OK, bien commun, peut-être pas. Commun, on enlève la notion de bien et on garde cette notion de responsabilité et de responsabilité multi-échelle, quel que soit le niveau de prise de décision, on est responsable par rapport aux autres échelles, en dessus, en dessous. Ça, c'est l'approche philosophique, mais j'ai envie d'aller vers des choses hyper concrètes. Une fois qu'on a dit ça, qui décide de façon pertinente pour les projets à mener sur les territoires?
qui va décider qu'un parc éolien va servir l'intérêt général ou le commun, ou que la définition d'une zone de pêche va servir l'intérêt général, que telle activité. Donc, la question du qui décide va découler directement. Et madame, vous vouliez réagir? Alors, hop, vous avez le micro. Oui, excusez-moi, je me permets juste, Séverine Chalac, d'intervenir en fait, vraiment en aparté. Je vous entends discuter de toutes ces questions qui sont très intéressantes. Si je peux juste me permettre une petite remarque, parce que j'ai quand même beaucoup cherché, beaucoup écrit sur ces notions lorsque j'ai réalisé ma thèse, sans prétention. On est en train de confondre des notions qui n'ont rien à voir, en fait. On est en train de confondre la notion de bien commun, qui est effectivement relève davantage de la philo, intérêt général, etc. On est en train de confondre également avec les communs, qui est une notion davantage économique, la tragédie des communs, la thèse de Harding, etc. Ce sont vraiment des notions complètement différentes. Et effectivement, le bien commun tel qu'on l'entend se réfère effectivement davantage à l'intérêt général, comme Francis Bossière le disait très justement. Et effectivement, vous avez des notions qui existent comme, si on se réfère davantage effectivement au droit, vous avez quand même une notion qui existe et qui est la chose commune, et qui est une des seules définitions juridiques qui est dans le Code civil, article 714. Donc un bien qui appartient, c'est pas un bien, c'est une chose qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous. Avec la notion de responsabilité là aussi? Oui, effectivement. Donc la mer, effectivement, donc en tout cas, non pas le sol de la mer territoriale, mais la colonne d'eau est une chose commune qui ne peut pas être appropriée. Et ensuite, effectivement, vous avez... donc ça, on est en train de parler de notions qui n'ont rien à voir. Enfin, je vous invite à lire, il y a beaucoup de littérature qui a été écrite sur le sujet. Et franchement, c'est vrai que ce sont des notions très intéressantes, mais il faut faire attention effectivement à ce qu'on dit. Merci pour cette contribution. Et je vais vous lire une contribution de Denis Mussard du CEREMA qui est dans la salle. Vous êtes là, vous suggérez passer de bien commun à une personnalité morale des écosystèmes marins, écosystèmes marins compris. Là aussi, effectivement, ce ne sont pas les mêmes notions, mais elles sont liées. Alors, je vais vous ramener au concret. On entre par la philosophie. Et on a cette question des projets locaux, des projets à l'échelle des territoires. Une fois qu'on sait qu'on a cet intérêt général à porter, je vous repose la question, qui prend les décisions, qui prend les initiatives? Catherine, je vous en prie, je vais vous redonner un micro. Ah ben voilà. En fait, ça renvoie à la notion de gouvernance et d'autre part à celle d'altérité. Les mots ont l'air un peu prétentieux et abstraits, mais concrètement, ça veut dire que qui va décider et en tenant compte de quoi ou de qui. Et je m'occupe d'une petite association qui s'appelle Litocéan, et le Litocéan, le O est majuscule, et c'est un exemple de l'altérité que j'essayais de donner, c'est-à-dire que quand on s'occupe de la mer, on est un humain qui considère la mer, mais la mer est une personnalité qui ne nous ressemble pas, mais qui est une autre personnalité. Et donc, comment s'organise la gouvernance avec les autres, y compris ceux qui n'ont pas la même logique culturelle que nous, parce que mes relations avec le plancton sont assez faibles, mais il n'y a pas de raison que je néglige le plancton dans ma responsabilité non plus et que je ne tienne pas compte. Hier, on parlait des laminaires de façon extrêmement intéressante. On voit bien qu'on a une responsabilité vis-à-vis de cet autre qu'on ne connaît pas, enfin, dont on ne connaît pas le mental, si je puis dire, mais on n'a pas de raison d'exclure l'hypothèse qu'il a un mental et qu'en tout cas, on doit prendre soin de lui. L'altérité, le dialogue ou la prise en compte d'autres points de vue sur cette question du qui décide et à quelle échelle on décide avec pertinence. Est-ce que je peux avoir vos regards les uns les autres? Guy? Moi, je pense que pour l'instant, la mer, elle appartient toujours à l'État, si je comprends bien quand même. Et que cette mer, elle est après, il y a des concessions qui sont données à divers acteurs. Donc, et que l'État, avant, décidait un peu tout seul. Aujourd'hui, il est quand même obligé de tenir compte de la société civile organisée, des acteurs sur les territoires. Donc, moi, je dis, qui décide? C'est forcément l'État, toujours, hein, qui a le dernier mot. Mais en même temps, je dis, il y a quand même des
des structures, comme je dis, d'associations des citoyens qui devraient avoir un rôle beaucoup plus important. Aujourd'hui, par exemple, le Conseil maritime de façade, il va définir un document stratégique de façade. On va lui demander de faire presque du découpage des parcs éoliens en mer. C'est une sacrée responsabilité. Quand même, les gens qui y sont, ce sont des bénévoles, faut pas oublier, pour la plupart. Donc, je veux dire que quelque part, il faut aider ces structures-là et il faut en créer d'autres dans les territoires. Parce que quelles que soient les solutions qu'on prenne, ça arrive toujours dans les territoires. Il y a une stratégie nationale, il y a une stratégie régionale, même une stratégie de façade, un peu avant. Et donc, à chaque fois, des choses arrivent sur le territoire. Et on voit bien quand même que la grosse difficulté, elle est après d'arriver sur le territoire. De comprendre déjà, parce qu'on discutait tout à l'heure un peu en aparté, aujourd'hui, dans la salle, hier on avait le grand public, un peu, aujourd'hui on a quand même beaucoup de spécialistes. Donc on franchit pas un cap de discussion avec le public, d'association des citoyens. Donc nous on essaye de le faire avec des assises citoyennes de la mer au niveau de la Bretagne, mais bon, il y a 200 personnes qui participent, mais on voit bien que c'est pas suffisant encore. Et donc les questions que se posent même des structures comme le Conseil maritime de façade, c'est comment on passe au stade, même y compris des élus des territoires, ne connaissent pas le document stratégique de façade. Donc il y a vraiment on dit qu'il y aura un débat public. Moi, je suis pour le débat public, mais il faudrait qu'il y ait aussi une acculturation des élus, excusez-moi, mais dans les territoires, pour passer faut regarder la mer et de dire comment on fait, quoi. Y compris pour travailler aussi dans les territoires, et je pense qu'il y en a certains qui le font, mais il y a beaucoup qui tournent le dos à la mer. Ça veut dire, Guy, que ce que tu nous dis, Guy, c'est que sur la chose publique, comme la définissait Madame, aujourd'hui, il n'y a pas d'appropriation de quelque chose qui devrait tous nous concerner et dans lequel on devrait participer tous aux décisions d'implantation, d'évolution, c'est ça? Oui, dans comment dire, une étude du Césaire, au départ, la première étude du Césaire sur les EMR avait dit il faut une appropriation collective des EMR. On voit bien que ce terme-là, il n'a jamais été repris, dommage, parce qu'en fait, l'appropriation collective, ça veut dire qu'on définit ensemble. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'acceptabilité sociale, ça veut dire qu'on demande d'accepter quelque chose, mais on voit bien que ça veut dire que ça, c'est pas imposé, mais ça veut dire qu'il y a un manque de participation quand même par rapport à une appropriation collective, définir. Et je rejoins Yves sur le système socio-économique. Moi, personnellement, je défends toutes les notions de développement durable humain, d'association, du lien entre social, environnemental, économique, le social passe souvent à la trappe, le sociétal aussi. On voit bien que tout ça, c'est pas travaillé aujourd'hui et qu'on reste dans des conflits qui devraient pas avoir lieu. Donc, il y a une méthode de travail à trouver. Alors, j'ai vu des réactions, Thierry qui réagissait, Francis aussi, et puis j'aimerais bien avoir Norbert sur cette question de décision. En fait, sur qui décide, déjà, je pense qu'on n'a jamais les mêmes cas de figure. Ça peut être très variable suivant les types de projets, suivant les types de territoires. Et puis, on peut avoir l'officiel, l'État à la main, et puis l'officieux, on a des acteurs locaux qui ont suffisamment de poids politique ou économique pour voilà. Ça existe? L'État, ça n'existe pas, mais ça pourrait. D'accord. Mais au-delà de ça, je pense que par rapport au sujet et au thème de la journée, c'est aussi intéressant de reprendre ce qui a été dit sur le cas de Brest comme sur le cas de Cap-Atlantique, c'est-à-dire un des problèmes, et c'est lié à la décision des territoires littoraux, c'est comment on en fait des territoires litto-maritimes. C'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte d'imaginer une gestion qui est vraiment à cheval sur le trait de côte et qui prend du maritime, qui est effectivement normalement du ressort de l'État, et puis qui prend du terrestre, qui est, oui, aussi en partie du ressort des services de l'État, mais aussi en partie du ressort des élus locaux, d'autres acteurs. Et je pense qu'une des complexités, mais qui n'est pas nouvelle, hein, que l'on traîne quand même depuis, en gros, dans le système français, on a commencé à essayer de se frotter à ces questions-là depuis les années 70, puis bien sûr beaucoup depuis le début de la décentralisation, où le jeu a commencé à changer. Mais pour moi, sur les initiatives locales, les projets de territoire et qui décident, est-ce que les projets de territoire, dans le contexte du bouillonnement qu'il y a actuellement sur le maritime, ça peut être l'occasion de faire, alors peut-être pas sauter, mais d'atténuer cette frontière terre-mer. Or, les DSF qui ne s'intéressent qu'à la mer, ou des SCOT qui ne mettent pas le pied dans la mer,
ben, ça permet pas complètement de faire sauter cette limite. Ça, c'est un point important, Norbert, là-dessus, parce qu'en fait, vous l'appelez de vos voeux, de cette, faire sauter cette frontière et intégrer dans la politique de votre commune la dimension maritime pleinement. Oui, alors je rebondis sur deux choses, parce que vous avez tout à fait raison, hein, c'est ce que je dis et je maintiens cette direction-là. Quand je parlais de décloisonner, on a mis des limites en réalité en se disant on s'occupe que du terrestre et puis on n'a aucune vision sur le maritime et vice-versa. Et quand vous parliez de choses publiques, non, malheureusement, on ne peut pas s'arrêter à la chose publique quand on parle de cet aspect maritime. Et je rejoins Catherine en parlant de responsabilité. Nous avons une responsabilité collective quant au devenir de notre territoire, qu'il soit maritime, littoral ou terrestre. Et c'est cette globalité qu'il faut prendre en compte. Pourquoi je vous dis ça et je dépasse le cadre de la chose publique en tant que telle et de la notion juridique de chose publique ou de chose commune qui est le domaine qui relève du domaine public en réalité quelque part, c'est que la totalité aujourd'hui, et je prends l'initiative que l'on a pu prendre, qu'on a au sein de Cap Atlantique, qui est la mise en place d'une stratégie de gestion intégrée du trait de côte, c'est que vous avez non seulement les espaces publics qui vont être touchés, mais la totalité des espaces privés également, des acteurs économiques, de l'habitat. Ce sont des enjeux qui sont extrêmement impactants. Et aujourd'hui, on ne peut plus penser le devenir du territoire sans penser au changement climatique, bien entendu, et à l'aspect maritime. Et notre grande difficulté, nous, en tant qu'acteurs, c'est que les choses, parfois, se font au niveau étatique, avec, en réalité, une déconnexion avec notre population. Et ça, il y a une chose que l'on a besoin absolument de mieux appréhender autour de la protection de la mer et des océans, autour de cette évolution de nos territoires et puis de l'intérêt général qui est une donnée variable en réalité. Où placez-vous l'intérêt général? Est-ce que vous le placez dans une préservation totale ou est-ce que vous le placez de manière extrêmement légère? On voit bien que la notion d'aire marine en France est extrêmement variable et que certains pays, quand ils nous regardent de manière un petit peu désabusée, voire moqueuse, dans la mesure où nous y installons tellement d'exceptions que la dérogation finit par manger le principe. Donc, en l'occurrence, là, je rebondis et je finis sur ce propos, c'est de se dire aujourd'hui, quelle est la bonne échelle de gouvernance? La bonne échelle de gouvernance, elle doit se faire par une meilleure connaissance scientifique de notre population, par une meilleure acculturation, et que, à mon avis, la meilleure échelle, et ça, c'est aussi, ça pose la question de la formation des élus et de la connaissance des élus, la meilleure échelle, c'est l'échelle des collectivités locales, qui sont, et je rejoins le propos de Catherine, parce que c'est quelque chose que nous avons défendu à l'ANEL, et Catherine l'a défendu très fortement à l'ANEL, bien avant que je n'y sois, eh bien, c'est de dire à l'État, ne négligez pas les acteurs locaux. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec la loi Climat et Résilience, qui a été adoptée en 2021. Pardon, je m'arrête là. Je vais être un peu provocatrice. Repositionnons les choses au Pouliguen, mais je pense que pour chacun d'entre vous, c'est quelque chose de connu. La question du trait de côte est suffisamment prégnante pour pouvoir affirmer que vous avez plus de 200 logements, ou 200 maisons qui peuvent être menacées ou inquiétées ou questionnées par la modification du trait de côte. Je crois que c'est bien ça. Soyons très clairs, selon les prévisions qui sont en cours, mais qui sont sur une base de plus 4, aujourd'hui, à 2050, nous avons 54 maisons 54 habitations qui sont impactées et des enjeux économiques. Et à la fin du siècle, nous avons à peu près 210 habitats qui sont impactés et des enjeux économiques. Donc, effectivement, la difficulté dans tout cela, c'est que quand l'État adopte une loi climat et résilience sur le trait de côte, derrière, il y a beaucoup de dispositions qui sont à concerter.
Et en à adapter. réalité, il a fallu que il y ait une ordonnance qui soit prise en avril 2022, qui a été poussée par l'AMF et l'ANEL, qui n'ont jamais été concertés en tant qu'association d'élus sur le devenir de leur Mais territoire. j'entends bien ce que vous nous dites sur le vécu, c'est les territoires, c'est vous qui vivez concrètement ces changements, ces enjeux, mais en quoi vous, communes, territoires locaux, avez-vous la possibilité de permettre une appropriation plus efficace des questions maritimes par la population? Expliquez-nous en quoi vous, les territoires, vous pouvez faire plus. Parce que les Je vous territoires provoque un que peu. nous hein. sommes, oui, nous sommes au contact de la population. Et quand je vous dis nous sommes au contact de la population, c'est que quand nous élaborons, par exemple, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte, quand nous le faisons en association avec la CAREN, donc au titre de Cap Atlantique et avec le CEREMA, c'est aussi pour aller à la rencontre de la population et pour dire voilà quels sont les enjeux. Que faisons-nous demain? Que décidons-nous ensemble demain pour le devenir de notre territoire et que devons-nous laisser aux prochaines générations? Nous devons soit agir en défense, soit nous adapter. Nous adapter, nous devons réaménager spatialement notre territoire, c'est-à-dire délocaliser les équipements, délocaliser les réseaux, quels qu'ils soient, les réseaux d'eau usée, les réseaux routiers. Nous devons délocaliser l'habitat et se projeter dans comment dirais-je, une perspective d'évolution de notre territoire qui est tout autre que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et ça, ce sont des choix que nous devons assumer, nous, localement, parce que quand il va s'agir de définir la bande d'érosion en fonction de la vision que l'on va être en capacité de porter et des moyens qui nous seront donnés pour la porter par l'État, est-ce qu'on va avoir une bande d'érosion restrictive, limitative, qui va être une manière de dire fermons les yeux face à la réalité du changement climatique, ou allons-nous avoir une bande d'érosion maximale et allons-nous avoir le courage d'aller voir la population pour leur dire que votre maison va faire l'objet d'une décote et va être soumise à un bail à déconstruction sous 30 ans. C'est toute la difficulté. Mais qui assume sur le terrain? Ce sont les élus locaux. C'est l'AMF, c'est l'ANEL, ce sont tous ces élus-là qui sont sur le terrain et l'État aujourd'hui n'a pas conscience à ce point de la friction qui existe. Il y a une évolution. Il y a une évolution parce que justement, il faut que tous ensemble, autant d'acteurs que nous sommes, et nous avons un besoin criant des scientifiques pour qu'ils viennent eux-mêmes sur le terrain pour acculturer notre population au devenir de nos territoires et aux enjeux du changement climatique. On entend ce que vous nous dites, le dialogue pour l'appropriation, c'est nous, dialogue dans le sens informer et écouter, c'est nous, territoires locaux. Il y a eu plusieurs réactions. Alors, Raphaëla ou Charlotte, je vous ai vu réagir l'une et l'autre. Raphaëla? Ouais, je suis complètement d'accord et enfin, mais c'est voilà, moi ce que je voudrais revenir à la réalité de terrain, c'est aujourd'hui, on parle d'acculturation des populations pour cet espace maritime, etc. Mais c'est vrai que comme c'est en France, c'est le domaine de l'État et que les décisions sont par l'État, etc. Du coup, l'impression, alors là, je parle comme une habitante de localement de la côte, dans un petit village, on a l'impression que les décisions sont prises loin et qu'elles sont pas du tout concertées au niveau de la commune, par exemple, la municipalité. Et ça provoque un désintérêt finalement et une désillusion de la population locale parce que on a l'impression que on est déconnecté. Il y a aussi peut-être un manque de participation dans l'élaboration des projets qui fait que parce que c'est le domaine maritime, donc ça se discute entre des professionnels, entre des gens spécialisés et que finalement la population locale est pas forcément invitée à co-construire ces projets. Donc, il y a aussi cette situation aujourd'hui en France qui fait que les populations sont dégoûtées, je pense, de certaines décisions qui arrivent, alors que finalement, je pense qu'un bon travail de dialogue, d'information, de concertation aurait pu se faire, mais il faut que la municipalité joue le rôle aussi. Donc, c'est pas toujours le cas. Sur la table ronde précédente, il y a un terme qui m'a fait réagir, c'est acceptabilité sociale qui a été utilisé. Mais ce que j'entends de ce que tu nous dis, Raphaëla, c'est un peu comme vous nous avez dit, pas assez de concertation. J'utilise le mot, je le mets au milieu. Prends le micro. Pardon. La concertation, il faut qu'elle soit pas simplement de la consultation
Parce que c'est souvent ça qu'on se fait en France, c'est la consultation, c'est bien, on vous a écouté, excusez-moi. Et puis, en fait, là, il y a aucun changement dans le projet. Donc, à un moment donné, on se dit, bah, à quoi ça sert la concertation? Là, je joue un peu l'avocat du diable, mais enfin, c'est... Alors, si je puis me réaction. permettre, Il y a plein de réactions. Voilà. Peut-être Charlotte d'abord pour répartir la parole et puis ensuite vous Norbert et Roxane aussi, je vous passe la parole. Faut pas lasser. Il faut aussi que les gens aient envie d'être consultés et de se concerter. On est face à la mer qui monte, mais on a aussi les prix qui montent. Et les prix, ils montent pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des gens, même s'ils ont que 10 ans, ils préfèrent avoir la maison au bord de mer suite au Covid, etc. Mais il y a aussi une hyper spéculation sur le bord de mer avec des gens qui n'habitent pas le bord de mer. Donc, consulter votre population, c'est qui? C'est quelqu'un qui a mis une boîte avec un numéro derrière chez lui pour que moi, sur Airbnb, je puisse arriver le vendredi et louer 160 €. La personne, on est face à des phénomènes où les gens ne sont plus ont une relation très... Alors, j'espère que c'est pas anecdotique, on le sait, j'espère que ça ne touche pas 80% de la population, etc. Mais il y a une telle spéculation aussi sur le bord de mer qu'on peut se poser la question de quel attachement les gens ont avec leur commune. Donc ça, c'est la première question. Comment faire participer ces gens qui ne sont Et quel pas... attachement à la mer? Et tout... Ben, oui, moi, oui, parce que je vais... Enfin, moi, pas moi, Jean-Michel, mais... Il y a tout un tas d'attachements à la mer qu'on va venir profiter comme un produit et de là s'investir pour passer des jours et des jours de concertation pour construire un monde de demain. Enfin, voilà, la population, elle est multiple et ses attachements à l'espace, ils sont multiples. Alors, c'est la première chose que je voulais dire. Et donc, travailler la concertation, parce que moi, des fois, je suis opérateur, on me fait confiance pour faire la concertation, c'est extrêmement difficile, même sur une petite île qui est Porquerolles, où on peut avoir des formes d'attachement très puissants. On arrive à des réunions, on est 10. Vous voyez, les gens, ils n'ont pas le temps de se concerter. Alors, du coup, on dématérialise. Alors là, moi, je dis halte. Oui, on se dit, on va recevoir un mail, les gens, ils vont bien trouver le temps de se connecter et de répondre à 10 questions, etc. Et j'ai dit, attention, la mer est un milieu suffisamment varié, intéressant, multiple, qu'il faut aussi retravailler la sensibilité, l'attachement et la proximité avec l'objet sur lequel on travaille. Tout dématérialiser, ça me semble hyper risqué. Donc, vous disiez, on essaye de développer dans la commission du débat public toute forme de concertation, etc., pour qu'un plus grand nombre s'intéresse. Mais s'intéresse comment? S'attache comment? Enfin, là, il faudrait vraiment travailler. Et il faut aussi recréer des espaces où on retravaille cet attachement à la mer et cette proximité avec la mer. Et notamment, ici, et notamment dans ce qu'on a vu dans Terre-Mer, c'est que moi, j'ai le grand plaisir d'avoir fait cette enquête, une partie. Et on voit qu'il y a beaucoup de communes qui ont des petits espaces, tout petits, c'est quelques hectares d'espace littoral. C'est des petits laboratoires à ciel ouvert, des petites choses, des anciens marais qui sont en train d'être reconnectés avec la mer, etc., où les élus et la population, enfin une partie de la population, se reconnectent à la mer. Ils refont des fossés, ils plantent, ils font des choses, ils font des expérimentations, etc. Et on a des tout petits espaces comme ça qui sont hyper intéressants. Il y en a sur certains, ça s'appelle les aires marines éducatives où les écoles viennent, etc. Et je pense que c'est très important de valoriser ce travail très fin, très étroit avec la mer, parce que la mer, elle change tellement vite que, voilà, quand vous dites acculturer, mais acculturer à quoi? Il faut qu'on change notre culture de la mer. Il faut qu'on change radicalement notre façon de voir la mer. Et bon, là, j'en profite, j'ai le micro, mais il faut parler d'artistes, il faut changer nos imaginaires. Il faut qu'on travaille avec des gens qui sont en capacité de sentir, de voir, de travailler avec leur sens et de reproduire de nouveaux imaginaires. Donc, les architectes sont super forts, les paysagistes aussi, etc. Et moi, je vous invite à reconstruire des imaginaires pour le futur, enfin pour demain, sur ce On va revenir sur cette question de l'imaginaire. Alors, je voulais juste, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, juste vous donner une réaction de la salle. Quelqu'un qui va dans votre sens. Je crains que la non-appropriation soit aussi une sorte de fainéantise, en tout cas de non-intérêt. Les propriétaires du bord de mer savent bien, eux, s'approprier la mer. Donc, cette question de comment on fait pour l'intérêt, je voudrais, avant de continuer les échanges autour de cette table, passer la parole à Roxane, parce que vous avez beaucoup travaillé sur l'appropriation et notamment en travaillant avec les peuples premiers autour du Saint-Laurent, ce débat qu'on a sur qui décide, qui peut
prendre des décisions autour du littoral et du maritime. Comment est-ce que vous l'abordez, vous? Ben, c'est sûr que si on parle par rapport aux Premières Nations, il y a des règles particulières, là, puis peut-être, comme c'est cette question-là, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire que vous me posez, je vais aller dans ce sens-là. Les fleuves, la mer au Canada, c'est géré, c'est le fédéral, donc le Canada, pas la province. Puis le fédéral, eux, ils sont assez intéressés, assez tu sais, tentés de faire des initiatives avec, comme on parlait tantôt, comme on entendait parler, une implication plus en amont plutôt qu'une consultation quand les projets existent déjà. Maintenant, il y a un grand programme sur l'évaluation des effets cumulatifs qui sont des études régionales qui sont faites sur les 3 côtes du pays. Maintenant, on arrive à une dizaine de projets, je pense, où est-ce que le gouvernement fédéral consulte la population, les communautés autochtones, sur justement comment ils perçoivent, comment ils ont senti le développement de la mer, le développement des activités maritimes, puis les effets que ça a pu avoir sur elles. Puis donc, on fait des études alors qu'il n'y a pas de projet. C'est une étude pour justement pouvoir discuter avec les différentes personnes qui se sentent concernées par les projets maritimes, par le développement qui a eu lieu, puis on fait comme un point pour voir qu'est-ce qui s'est passé, comment les gens l'ont vécu, quels ont été les effets sur le milieu biophysique aussi. Vraiment, vraiment en amont. Fait que, tu sais, je pense qu'on arrive justement plus récemment à pas avoir un gouvernement qui impose des choses, qui prend la décision, mais qui prend quand même sa responsabilité d'élu, de représentant, tout en allant chercher les intérêts, les enjeux des différentes communautés là, avec ce grand projet là, qui fait partie du plan de protection des océans. Donc, par rapport au débat qu'on vient d'avoir, la prise en compte des priorités, des attentes des populations est aujourd'hui une réalité, ou en tout cas, on est sur ce chemin-là par rapport à ce que vous avez pu connaître il y a quelques années. Oui, exact. Des études comme ça avant les projets, donc avant qu'on prenne une décision pour avoir les bonnes informations pour prendre une décision quand il y en aura une à prendre, pour diriger, orienter le développement de la mer. C'est nouveau que ça se fait comme ça à grande échelle, puis que c'est très en amont. Puis donc, à ce moment-là, la question puis le débat reviennent sur qui on doit consulter vraiment. Qui doit participer? Bon, là, c'est plus de la consultation, c'est vraiment une participation. Les gens sont invités à soumettre leurs propres études. D'accord, donc on est vraiment dans cette évolution de la participation. Donc, on monte sur cette fameuse échelle d'Einstein. Et du coup, j'en profite pour me tourner vers Francis avant de vous passer la parole. La CNDP, la question de la participation citoyenne, c'est votre quotidien, c'est ça que vous portez. Quel regard vous portez sur ce qu'on vient de dire, sur l'échelle de décision, le rôle des communes, le rôle des citoyens, de la société civile constituée, et surtout au regard de ce que vous êtes en train de faire avec les débats de façade, comment est-ce que vous abordez cette question de la décision sur les projets maritimes? Alors, peut-être j'imagine que Florent Augagnard ce matin et Caroline Verkoff ont déjà expliqué un peu le processus. Le débat public est défini et encadré par le Code de l'environnement. Donc, c'est une procédure. Ce n'est pas un truc inventé comme ça parce qu'on a envie de demander aux gens. Donc, il dit 2 choses. Quelle est l'opportunité du projet ou du programme soumis au débat? Et la deuxième question, c'est: y a-t-il des alternatives à ce projet défini par la maîtrise d'ouvrage? Alors, soit l'État, dans le cas de l'éolien, mais ça pourrait très bien être SNCF Réseau pour une ligne de chemin de fer ou pour une autoroute, Vinci. Voilà. Donc, en fait, il y a opportunité et alternatives éventuelles.
Pardon Francis, opportunité, ça veut dire que si la réponse c'est non, qu'est-ce De qui toute se passe? façon, le Code de l'environnement n'a pas dit ce que vont dire les publics va définir ce que va faire la maîtrise d'ouvrage. C'est la maîtrise d'ouvrage qui prend la décision. Donc la question n'est pas de savoir, à mon avis, qui décide, mais quel est le cheminement qui conduit à la prise de décision par celui qui a le pouvoir. Voilà, celui qui a le pouvoir, il écoute pas, il continue en disant non, de toute façon notre projet était tellement bien que c'était pas la peine de consulter, on voit bien que les gens disent n'importe quoi, ou bien tout simplement la maîtrise d'ouvrage tient compte du débat public. Voilà, c'est tout. Et c'est entre les mains de la maîtrise d'ouvrage. Et les gens ne décident pas. Si ensuite ils sont vraiment très fâchés, ils ont des recours, et ça c'est à nouveau quelque chose de juridique. Et s'ils sont pas contents des recours, ils font Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Alors, Thierry, puis monsieur dans la salle qui a sollicité, oui. Non, c'était juste en lien là, avec l'intervention de notre collègue québécoise, mais aussi en lien avec la commission débat public. En fait, ce que vous expliquiez sur la capacité actuelle à discuter en amont des projets avec la population, est-ce que ça touche tous les sujets, y compris les sujets énergétiques? Puisque j'ai le souvenir, il y a quelques années où ça avait été très houleux, entre autres dans le golfe du Saint-Laurent, quand il y avait un gisement d'hydrocarbures qui avait été identifié avec les échelles fédérales, province et Île-de-la-Madeleine. Et puis, ça avait été aussi très houleux à plusieurs reprises sur des projets de terminaux méthaniers dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et là, il y avait vraiment des très gros enjeux à l'échelle fédérale comme à l'échelle provinciale. Alors, l'énergie, est-ce que c'est pris en compte aujourd'hui dans ces concertations que vous menez en place au Québec, au Canada peut-être d'une manière générale? Oui, en fait, pour ce volet-là, en fait, puis si on prend exactement les exemples dont vous avez parlé, ce qui s'est passé, c'est que ça a été houleux, mais voyant la réaction de la population, il y a eu de grandes consultations qui ont été menées, puis au final, il y a eu des moratoires sur l'exploitation des hydrocarbures, l'exploitation des gaz de shale au Québec. Il y a eu les terminaux méthaniers, en fait, ils ne se sont pas faits. Puis il y a même certaines communautés autochtones qui ont utilisé leurs droits afin de protéger des territoires comme l'île d'Anticosti, qui est en plein milieu du Saint-Laurent, où ils ont des activités ancestrales qui se sont faites depuis de nombreuses années. Puis donc, ils ont des droits sur la poursuite de la pratique de leurs activités sur cette île-là. Puis ils sont donc intervenus en disant qu'il fallait protéger l'ensemble de l'île. Puis ça aussi, ça a mis un frein. Donc, je pense que a priori, l'implication de la population n'était pas nécessairement prévue. Ça s'est passé vraiment lorsqu'il y a eu justement le mécontentement qui s'est fait sentir que là, je pense que le gouvernement avait plus le choix d'entendre la population. Puis après, elle a été écoutée, je crois, dans l'ensemble. Donc, autre époque, ça évolue. Alors, une réaction, Norbert, juste un point avant, une suggestion ou une question concernant donc la question citoyenne ou l'opposition. Quelqu'un suggère dans la salle, à quand une ZAD en mer? C'est vrai que ce sera sans doute un peu plus compliqué. Sur Notre-Dame-des-Landes. Norbert, vous vouliez intervenir, ensuite je passe la parole à monsieur. Oui, très rapidement, juste pour rebondir sur le propos que vous aviez, moi je crois au contraire dans la concertation, je ne crois pas dans toutes les formes de concertation et dans toutes les formes de participation, mais aujourd'hui, je rejoins Roxane, en étant au contact de ma population, je peux vous dire qu'il y a une aspiration, et pourtant je suis dans le territoire, sur un territoire qui est le territoire caricatural que vous avez pu décrire tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai des maisons qui sont à vendre à 9 millions sur les pieds dans l'eau. Et d'ailleurs, c'est une excellente définition. Et bientôt, pas que les pieds. Et pas que les pieds, avec du Airbnb, très souvent, à une moyenne de nuitée qui est de 350 € la nuit sur mon territoire. Donc, c'est pour vous dire, oui, je suis sur ce type de territoire caricatural, mais néanmoins, je pense fondamentalement que ce travail de concertation et de pédagogie,
de pédagogie, c'est d'aller au-devant de nos populations, de travailler avec elles, mais de travailler aussi avec les scientifiques. Il ne faut pas le laisser à l'écart. Aujourd'hui, si vous voulez, ma grande peur, c'est qu'on laisse les scientifiques et qu'on diabolise les scientifiques en les mettant de côté, comme par exemple la présidente du GIEC des Pays de la Loire. Et derrière cela, cette action, elle doit se poursuivre et créer des lieux où on va changer le regard. Ça va être aussi notre objet, puisque nous-mêmes, nous allons consacrer 7 hectares à la création d'une maison de la mer et des océans, et j'espère qu'elle verra le jour pour pouvoir accueillir l'ensemble des acteurs du monde maritime et qu'ils se côtoient, qu'ils se confrontent, qu'ils réfléchissent ensemble au devenir de notre territoire, aussi bien terrestre que maritime, parce que l'un et l'autre sont interconnectés. Et cette maison de la mer et des océans, j'y crois parce qu'elle a du sens, et elle aura du sens pour permettre une meilleure acculturation de notre population. Il faut créer des lieux de réflexion, il faut créer des lieux d'interaction, parce qu'aujourd'hui, nous sommes, et je le ressens terriblement avec l'État, nous sommes beaucoup trop cloisonnés dans notre mode de pensée. On va revenir sur cette maison, ce projet. Monsieur, merci de votre patience. Je vous en prie. Pas de souci. Donc, Yoann Bollaz, je suis géographe à France Énergie Marine. Tout à l'heure, on se posait la question de à quelle échelle concerter et comment. Et donc, je voulais demander à, du coup, Roxane, plutôt au Québec. Tout à l'heure, vous avez mentionné les tables régionales de concertation. Et donc, je me posais la question, quelles étaient exactement ces structures, puis quel était le domaine de compétence de ces structures, justement, à quelle échelle ces structures opéraient, et comment se passait du coup la concertation au sein de ces tables régionales de concertation. Peut-être en complétant, est-ce que vous avez l'équivalent au Canada de la CNDP pour garantir les concertations sur le territoire? Roxane? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est la CNDP? Commission nationale du débat public. Francis la représente à cette table aujourd'hui, donc qui est le garant du débat public autour des projets à impact environnementaux ou disons situés à des niveaux d'investissement importants. Thierry? C'est un peu similaire au bureau d'audience publique pour l'environnement au Québec. Oui, c'est ça, c'est ce que je comprenais en écoutant. Donc oui, on a une instance similaire. Par contre, c'est que pour les projets qui sont proposés par un promoteur puis qui sont d'une certaine envergure, donc il y a des règles. Puis ensuite, le projet il peut être l'objet d'une autorisation, soit au provincial ou au fédéral. Selon son ampleur puis selon ce qui touche. Fait que si on touche à la mer, le projet il peut être sujet à un permis là, aux 2 niveaux. Donc oui, je pense qu'on a là, justement le bureau d'audience publique sur l'environnement qui gère Dans ce cas-là, c'est vraiment des consultations. Là. C'est plus quand il y a un projet, il est proposé, on a l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale. Puis là, c'est le BAP qui gère tout le processus de consultation puis qui fait des recommandations d'accepter ou pas le projet. Est-ce qu'on peut me rappeler la question de la personne qui était dans la salle? Alors, la personne voulait savoir comment ça fonctionnait, à quelle échelle et selon quelle modalité la concertation la concertation au sens large pouvait être organisée au Canada. C'est bien ça, monsieur? Les instances, que vous puissiez peut-être nous présenter les instances, c'est pour ça que je vous demandais si c'était comparable. Pour le Saint-Laurent, là, puis je me souviens qu'il parlait spécifiquement des tables de concertation régionales là, qu'on appelle les TCR. Ces tables de concertation sont à l'échelle régionale vraiment, donc plus d'une municipalité, c'est des bassins versants qui, en fait, c'est la partie aval des bassins versants qui se rejettent dans le fleuve, qui sont prises en compte dans les tables de concertation régionales. Puis donc, on en a le long du Saint-Laurent, un peu partout. Il y en a qui sont dont le territoire est très, très grand parce qu'il y a peu d'habitants. Puis il y en a qui ont des territoires plus restreints, mais n'empêche une échelle régionale. Puis c'est vraiment une question de concertation. Donc, ils vont se parler des enjeux, identifier les enjeux, faire des plans.
pour chacun des secteurs le long du Saint-Laurent. Puis après, ils ont des rencontres aussi où est-ce que toutes les TCR se rencontrent ensemble à l'échelle du Québec, de l'ensemble du Saint-Laurent pour réfléchir aux stratégies. Donc là, on a un plan d'action Saint-Laurent qui existe puis qui découle de ça. Mais c'est très stratégique. Ils ne font pas des projets concrets sur le territoire. C'est beaucoup plus... C'est des grandes questions de principe. Exact. Quels sont les enjeux, comment on les règle pour Mhm. le futur. Puis est-ce que je peux me permettre de rajouter un truc? Mais merci Roxane pour ces... Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste pour compléter, là, c'est court, mais sur la question, est-ce qu'on prend en compte l'énergie, est-ce qu'on prend en compte, tu sais, de plus en plus, on fait comme je disais, des évaluations des effets cumulatifs. Donc, on prend en compte toutes les activités, mais dans un ensemble, puis qu'est-ce qu'elles ont comme effet euh, euh, quand elles s'accumulent les unes avec les autres sur le territoire. Donc, c'est regarder tous les projets, puis le territoire, puis les effets comme un tout au lieu de continuer de diviser par projet. Donc, on essaie de plus en plus d'avoir une approche territoriale plutôt que par projet. Et peut-être un peu systémique dans ce que je comprends de votre présentation pour réussir à avoir une approche générale. Alors, on a parlé du Québec, mais du coup, Francis, on n'a pas présenté ni les modes de fonctionnement, ni les instances en France, et c'est peut-être là aussi quelque chose d'important pour faire avancer cette concertation, ces décisions sur les territoires. Alors, il faut quand même dire aussi une chose, c'est que chez les chercheurs en France qui s'intéressent depuis longtemps à ces questions de débat public et de concertation, travaillent avec des chercheurs québécois. Il y a de nombreux échanges. Donc, il y a une espèce de communauté de recherche entre ces deux pays. Alors, simplement, parmi vous, qui a déjà participé à un débat public côté public? Du côté du public. Très bien. Donc, vous avez vécu. Alors, c'est un petit peu plus compliqué et foisonnant que l'impression qu'on a l'air de laisser se dégager. En fait, la différence entre une concertation publique et un débat public, c'est très important. Dans le débat public, c'est la CNDP qui a la main. Le maître d'ouvrage fournit un budget et la CNDP fait ce qu'elle veut de ce budget. Dans la concertation, c'est la maîtrise d'ouvrage qui a la main. C'est très, très différent. Donc, dans le débat public, finalement, la commission du débat public qui est en charge, elle n'est pas là les bras croisés à écouter des gens. Elle a une capacité d'initiative pour faire sortir les sujets qui lui paraissent importants si ces sujets ne sortent pas spontanément du public. D'autre part, on ne dit pas le grand public, on dit tout public, et même tout public au pluriel, tellement le grand public est diversifié. Tout à l'heure, pour faire écho à ce que disait Brice Trouillet, il y a les publics, c'est-à-dire les gens en général, les populations, mais il y a aussi des parties prenantes. Dans les parties prenantes, alors les parties prenantes se mêlent du débat public aussi. Il n'y a aucune espèce de raison qu'elles en soient exclues. Et il y a une espèce de, alors je ne sais pas si c'est de l'osmose ou de la symbiose, mais il y a des échanges et parfois des conflits. Voilà. Donc tout ça, c'est dans le débat public. Alors, prenons un exemple concret. Dans le débat public d'Oléron, la maîtrise d'ouvrage a trouvé une bonne idée, c'est proposer un parc à 12 km des côtes, dans une aire marine protégée, dans un parc naturel marin, et les aires marines protégées, ce sont des zones de protection forte, c'est Natura 2000 à cause du fameux panache de la Gironde. Une zone, donc la Gironde charrie, tout à l'heure on a dit terre et mer, n'oublions pas que le continent, c'est un assemblage de bassins versants et qu'une bonne partie de l'état de la mer, c'est le continent qui le produit. Bon, on a dit ça tout à l'heure, je redis parce que c'est quand même décisif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les publics convergent tous vers le rejet pur et simple de la proposition de parc à cet endroit-là. Et ce qui sort dans le débat, et nous, dans notre rôle de la commission particulière, on a dit, et c'est ça, qu'est-ce qui était opportun ou pas opportun? Alors, ce qui n'est pas opportun, c'est cet endroit-là. En amont de ça, il y a, est-ce que c'est opportun de faire de l'éolien dans la mer? Est-ce que c'est opportun de faire du renouvelable, tellement on a de nucléaire, etc., etc.
Moi, c'est ce que j'ai appelé les échelles de l'opportunité. Tout ça est débattu, tout ça fait l'objet de discussions, les publics s'expriment, la maîtrise d'ouvrage peut répondre, et où la commission particulière a-t-elle la possibilité, l'initiative de faire quelque chose, c'est quand elle dit « stop, aujourd'hui vous dites à cet endroit-là ça n'est pas possible, et si on le faisait plus loin ?» Alors, on le fait plus loin, la maîtrise d'ouvrage va dire « c'est plus cher, c'est plus profond ». La commission dit « jusqu'à quelle profondeur peut-on poser des éoliennes ?» Et nous allons prendre l'initiative de faire venir 2 ou 3 chercheurs ou scientifiques qui ne sont pas la maîtrise d'ouvrage, qui vont dire raisonnablement, on pourrait, avec un coût pas exceptionnel, mais ce serait peut-être le prix à payer pour l'environnement, et pour la pêche, on pourrait peut-être aller un peu plus loin. Et toute la question est de savoir si on peut sortir du parc naturel marin. À un moment donné, c'est ça la question. Eh bien, pourquoi la maîtrise d'ouvrage est-elle crispée sur son débat, sur son territoire d'origine, cette petite zone qui est tout près des côtes? Réponse, parce qu'on n'a pas interdit de le faire là. C'est un parc naturel marin, certes, c'est une zone Natura 2000, certes, mais juridiquement, ça n'est pas interdit. Donc, pourquoi ne le ferait-on pas? Le public balaye tout ça, et le public dit, ce qui compte pour nous, c'est que vous alliez plus loin et que vous sortiez du parc naturel marin. Finalement, la commission, elle recueille des arguments. Et est-ce que ces arguments vont porter? Et c'est ça la vraie question de la décision. Ces arguments porteront-ils? Alors, la commission, elle a pour le rôle dans son rapport d'organiser les arguments. Et quand on dit à la fin, vous avez raison juridiquement, c'est pas défendu par le droit. Vous avez raison technologiquement, parce que RTE, Réseau de transport d'électricité, explique que c'est la solution la meilleure pour de l'électricité pas chère. Vous avez raison sur le plan environnemental, parce que vous êtes déjà bardé d'études, même s'il en manque encore beaucoup, mais vous allez avoir tort politiquement. Et politiquement, pourquoi? Parce que dans quelques mois, vous allez revenir voir les mêmes avec 40 gigawatts. Je pense que c'est ça l'argumentation qui a porté, et je ne prends pas du tout les services de l'État, c'est le ministère de l'équipement qui est là quand même, il s'appelle transition machin, mais c'est l'équipement. Ce ne sont pas des andouilles, ils le savent parfaitement bien. Le débat public offre une porte de sortie, peut-être même avait-elle été légèrement anticipée pour une partie des services. Voilà ce qu'on peut dire. Donc là, quand on raconte ça, le débat public, c'est pas du tout pareil que de dire bon, on fait un peu de concertation pour savoir si les gens sont pour ou contre. C'est beaucoup plus compliqué et on a des familles d'argumentation. Mais il n'y a jamais de consensus entre les argumentations, évidemment. Toute la question, c'est est-ce que la maîtrise d'ouvrage fait confiance au débat public pour éventuellement modifier sa décision d'origine, modifier, l'adapter peut-être, ou simplement y renoncer. Et Chantal Joanneau rappelait très souvent que dans les débats publics, éolien ou pas éolien, on a en gros 20% de débats publics qui se traduisent par « on arrête le projet ». Merci beaucoup, bel exemple, effectivement. Alors, Guy qui attend depuis un moment et monsieur qui a sollicité juste après. Moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, ça va peut-être pas plaire, mais moi, je suis pour la concertation permanente. Or, il y a une loi qui est sortie récemment qui n'est pas appliquée du tout. C'est l'engagement aux proximités, la loi engagement aux proximités, qui prévoyait dans son article 1er 2 réunions des communautés de communes quand elles se mettaient en place, quelle que soit leur taille. Il prévoyait les modes de consultation du conseil de développement quand il y en avait un. Donc, avec le fait qu'elle s'était passée de 20 000 à 50 000. Donc, ça veut dire que ça va diminuer le nombre de conseils de développement qui sont constitués de bénévoles du territoire. Donc, c'est une concertation permanente. Et donc, le deuxième terme, c'était pas simplement du conseil de développement, c'était marqué et les modalités d'association de la population à l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques de l'établissement public. Donc, ça veut dire que dans la loi, aujourd'hui, toutes les communautés de communes devraient avoir fait ce débat-là. Maritime ou pas, hein, ah c'est, oui, maritime pas, non. On voit bien qu'elle ne peut pas être que maritime non plus. Mais ça veut dire aussi, les questions maritimes auraient pu être soulevées. Mais c'était vraiment les questions d'énergie sur le territoire, tout. Mais ça veut dire que ces 2 débats, le premier sur le pacte de gouvernance, il a eu lieu dans beaucoup de communautés de communes. Donc, il y avait, premièrement, c'était ça, et deuxièmement, c'était l'autre. Donc, avec un vote sur les 2. Malheureusement, quand on regarde, il y a
pratiquement aucun territoire qui a fait ça. Donc, il y a une loi qui n'est pas appliquée. Et qui pourrait venir enrichir la décision des communes Oui, qui pourrait, à bon entendeur pour votre voisin, c'est ça? Obliger à une concertation, parce que tout le monde dit qu'on veut une concertation. Il y a une loi qui le dit, mais on ne l'applique pas, donc c'est un peu inquiétant quand même, non? Merci beaucoup. Alors, avant Raphaël, monsieur qui patiemment attendait, je vous en prie, merci de votre patience. Il n'y a pas de souci. Non, c'est juste peut-être pour rebondir sur l'exemple du Québec, deux petites anecdotes. Pour avoir un fil conducteur avec la table ronde ce matin sur la question des ports, hein, sur la transition écologique des espaces industriels ou portuaires, ce qui est intéressant, c'est de voir notamment comment le port de Montréal a travaillé avec les autochtones. Le port de Montréal est dans une dynamique d'agrandissement. Aujourd'hui, ok. Excusez-moi. C'est qu'il y a plein de bruit, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous avez entendu la question, Catherine? Non, mais c'est même pas une question, c'était juste une introduction de la question. Ok. Il n'y a pas de souci. Alors, on refixe notre attention, je vous en prie. Non, c'est juste pour indiquer que les ports ont l'habitude de travailler avec les autochtones aussi, notamment le port de Montréal, le port de Québec. Aujourd'hui, le port de Montréal travaille sur un projet d'agrandissement qui est le projet Contrecœur, qui est un projet pratiquement 1 milliard. Et ils ont signé très récemment une charte de bonnes pratiques avec 3 nations autochtones pour vraiment travailler de manière co-construite sur des projets énergétique, de développement territorial. Après, une autre aussi peut-être limite de cette démocratie énergétique québécoise, parce que c'est vrai, on entend beaucoup parler, voilà, ils font des choses aussi pas forcément exceptionnelles. En début d'année, le BAP a émis un avis, notamment sur les interconnexions électriques entre les États-Unis et le Québec, et dans lequel il appelait l'urgence d'un débat public national sous l'égide de la BAP. Et ce débat a été refusé par le ministère de l'Énergie au Québec. Et ça crée beaucoup de frustration. Et finalement, aujourd'hui, le débat public, il n'est pas institutionnalisé, il n'est pas organisé par les acteurs publics, mais il est réellement organisé par le milieu associatif. Et finalement, le milieu associatif, il est là pour répondre à un manque par une absence aussi des politiques publiques à co-construire ce débat public. Et moi, j'ai assisté, par exemple, à Montréal à un débat qui n'avait été pas organisé par la municipalité ou par la nation, par le gouvernement du Québec, par l'association Équiterre et Mères au Front. Donc, c'est intéressant aussi de voir que le milieu associatif, il est là aussi pour un manque. Oui. Un manque qu'on ne trouve pas forcément en France parce que l'État est très... Alors, je vais utiliser, merci monsieur, votre témoignage pour continuer les interrogations qu'on avait autour du qui décide. Je vous ramène à la question du départ. Et ça tombe bien, Raphaël, tu es le micro, parce que monsieur parlait des associations, du rôle des associations, société civile organisée. Alors, peut-être que je pense que tu voulais réagir à autre chose, mais juste après, je voudrais savoir où est la place en France ici du monde associatif, de la société civile organisée pour participer à cette décision autour des projets maritimes. Oui, des projets en fait qui lient la terre à la mer et voilà, parce que c'est bien ça le problème. Donc en fait, quelles sont les meilleures instances? Parce que vous parlez de débat public et tout ça, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on est à ce moment-là sur des gros projets, genre discuter, par exemple, des éoliennes en mer et compagnie. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie d'une municipalité, une commune, on a des questions qui se posent tous les jours sur comment gérer cet espace, justement, entre la terre et la mer, avec des questions très, très, très pratiques. Alors, qui décide et où est-ce que se fait ce dialogue un peu continu avec les gens de la mer et ceux qui vivent sur la côte? C'est pas évident. Et donc, pour moi, j'ai toujours été, je trouvais la notion de gestion intégrée des zones côtières quelque chose de vraiment intéressant, de pratique, qui est un peu tombé en désuétude.
La GIZC, Et la pour fabrique. ceux qui s'en souviennent. Et donc, en fait, j'étais contente de participer aux initiatives de GIS qui ont été faites, à ce qui a été fait, par exemple, en Bretagne aussi, etc. Et effectivement, de voir que là, dans ces instances, il y en a quelques-unes qui demeurent en France, on continue quand même à avoir une assemblée de collectivités qui discutent avec des associations, des professionnels de la mer, plutôt mer, aquaculture et pêche, un peu des ports, justement. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une instance intéressante. Simplement, elle n'a pas forcément le pouvoir de décision. Mais au moins, on a la possibilité là de pouvoir discuter sur des projets à échelle, comment dire, plus palpable peut-être pour des gens d'une municipalité ou des gens du coin, quoi. Donc ça, c'est intéressant et c'est en pratiquant, par exemple, ce genre d'instance que je me suis rendu compte, moi, au travers de ça, qu'il manquait peut-être un certain nombre d'acteurs économiques qui étaient le monde des entreprises, qui n'étaient pas forcément liés à la pêche et à l'aquaculture, aux produits de la mer, mais qui intervenaient dans les différentes industries. Et du coup, et qui pouvaient aussi être assez concernés par cet espace maritime avec une certaine responsabilité dans leurs activités. Donc, c'est vrai que c'est un peu comme ça que petit à petit est né le projet d'une association qu'on a créée qui s'appelle Respect Océan et qui, au départ, était très favorisée par la région Bretagne qui avait besoin justement d'avoir ce type d'interlocuteur parce qu'il manquait dans ces instances de concertation sur le littoral et la mer, en fait, au largi, il manquait une représentation de certaines activités professionnelles qu'on ne voyait pas apparaître. Donc, on a commencé à travailler à cette échelle, donc fameusement de la région, finalement. Et là aussi, donc, pour répondre à ta question, je trouvais que cette échelle régionale était intéressante pour chapeauter, en fait, des projets assez locaux de GISC, et puis une région derrière qui était assez proactive, poussée, avec peut-être derrière aussi un ministère d'État qui emboîte le pas, mais finalement un emboîtement d'échelle qui n'était pas du tout opposé, mais qui allait plutôt toutes dans le même sens. Et qui permettait d'avancer. C'est là aussi où donc effectivement le milieu associatif a commencé à être convié à ces instances de discussion de la vie de tous les jours et apprendre à se connaître. Donc pratiquer de manière très concrète cette appropriation du domaine marin et des différentes questions. Donc voilà, c'est un peu cette expérience que je voulais relater. Mais merci beaucoup. Je vais retenir aussi un point, ça rejoint ce que disait Francis tout à l'heure, la question de tous les publics. Alors, à une autre échelle, mais quand on dit que tous les acteurs qui devraient être autour de la table pour parler du littoral et de la mer n'étaient pas présents, que certains acteurs économiques n'étaient pas là et que exactement comme certains publics ne viennent pas spontanément discuter autour de ces questions-là. Alors, dans la salle, on me signale que timing, s'il vous plaît. Je voudrais, avant qu'on puisse vous passer la parole, madame, juste passer la parole à Catherine qui me l'a sollicité, puis il y avait une autre demande. J'aime ces technos et surtout cette machine absolument extraordinaire sur laquelle on pose l'électrolyseur. C'est un livre qui s'appelle Web J'aime. J'aimerais bien que Jean-Luc vous présente cette machine. D'accord. OK. Alors, on va clore ces éléments de débat et ensuite, monsieur, vous viendrez sur scène, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous souhaitiez, monsieur, dire un mot? Juste à la fin. Alors, on va continuer avec Catherine. Je vous en prie, Catherine. Bon, je voulais juste dire deux choses sur ces questions de concertation que j'aurais tendance à appeler dialogue parce que c'est plus générique. La France est un pays qui, on parle tout le temps du millefeuille institutionnel et il est réel. Mais si on ne s'en sert pas, il est pire.
C'est-à-dire qu'il y a théoriquement, et là il y a une carence de l'État, un truc qui s'appelle le Conseil national de la mer et du littoral, dans lequel sont théoriquement représentés l'ensemble des associations, des partenaires économiques, etc. Ça fait au moins 6 mois qu'on réclame, il est épuisé son mandat. Et apparemment, le gouvernement est 10 fois trop occupé pour s'en occuper. De toute façon, on a un régime institutionnel qui comprend des régions, et je comprends tout à fait, puisque dans très longtemps, on avait fait la conférence régionale bretonne qui a essaimé ensuite sur la mer et le littoral. Et on a de toute façon des collectivités territoriales qui sont ouvertes à la discussion. Dans les communes ou les intercommunalités, évidemment, je vais parler d'une île que je connais bien, qui est Noirmoutier, mais il y a à la fois une commune et il y a une intercommunalité, et on a le droit d'aller y parler. Et c'est le cas dans énormément de collectivités territoriales. Dans toutes, il y a un droit à l'expression du public, il y a, les gens n'y vont pas, mais si on a un vrai sujet, on va y parler et ça marche en général. Et sinon, c'est clair, on ne revote pas pour les suivants. Mais en fait, on ne se sert pas de ces instruments de dialogue qui vivent quand même au quotidien avec le citoyen de base. Et je pense que plutôt que de créer 36 000 comités Théodule dans les coins, on pourrait commencer par montrer des exigences aux collectivités qui, elles, écoutent à coup sûr. Parce que pour de multiples raisons, un, elles connaissent le problème concret, et deux, elles savent qu'elles représentent les citoyens, et que si elles ne les écoutent pas, ben, elles ne les représenteront plus. Donc, je trouve que c'est extrêmement important et qu'en plus, statistiquement, le nombre de problèmes résolus au niveau des collectivités territoriales de base, il est énorme. Merci pour cette intervention. J'ai reçu d'autres questions SMS, mais on s'était engagé à tenir le timing, donc je vous propose je les transmettrai à Brigitte. Je voulais juste, avant de vous passer la parole, juste un point, relever 2-3 éléments importants dans ce que vous avez dit. C'est que sur ces projets du littoral, l'important, autant que le qui décide à quelle échelle, c'est le comment on décide, comment on alimente la décision. Ce qu'on a entendu aussi, c'est l'importance de la décision locale, à l'échelle des communes, des territoires, ici, avec les pieds dans le sable ou les pieds dans l'eau. Et l'idée que Guy a souligné de ce dialogue permanent et d'utiliser à la fois les acteurs, les forces vives, les associations et les citoyens. On a beaucoup d'éléments. Dans quelques minutes, Yves Enoch nous fera une synthèse, mais je vous propose, avant ça, peut-être Madame Cazenave, peut-être d'abord, ou Brigitte, qu'est-ce que tu préfères? Une chose qui est très importante dans le débat public, ça va être la place des énergies marines d'une manière générale. Ce que j'ai demandé à Jean-Luc Roche, qui est quand même une des entreprises les plus intéressantes aujourd'hui au niveau du holomoteur et qui a trouvé la mixité aussi, et qui est en train de créer une plateforme où effectivement vous avez plusieurs technologies d'énergie, de production d'énergie qui sont sur la même plateforme, de vous expliquer ce que cela veut dire au niveau technologique, mais comment ça va rentrer dans le débat public. Merci. Bonjour à tous. Bon, très rapidement, je vais effectivement présenter GEPS-Techno avant d'aborder le sujet un peu débat public. Donc GEPS-Techno est une petite société du territoire. On a une 50aine de personnes maintenant qui est née essentiellement autour du holomoteur avant de prendre une voie de combiner les énergies entre elles, notamment solaire, houle et éolien. Alors vous allez me dire pourquoi faire, précisément pour ne pas aller sur le réseau. Et une des raisons qui fait qu'on s'est orienté vers des besoins dits off-grid, c'est-à-dire des besoins soit de l'industrie, qui peut être l'industrie éolienne, mais aussi l'industrie pétrolière qui a des demandes d'énergie verte. Ça peut paraître surprenant, mais ils ont des demandes d'énergie verte. Les scientifiques, il y a finalement énormément de besoins en mer, les communications, qui recherchent de l'énergie décarbonée et déconnectée. Ce choix, on l'a pas fait de manière évidente. En 2011, quand on a créé la société, nous, on rêvait d'être un complément aux éoliennes et de se connecter au réseau. Et puis, en 2015, on a pris conscience qu'on aurait beaucoup de mal à avancer et qu'une des raisons pour lesquelles on aurait beaucoup de mal à avancer,
c'est qu'effectivement, comme on était lié à des schémas d'autorisation, à des débats publics, tout ce qui est lié au réseau prend énormément de temps. Quand vous êtes une toute petite société, vous n'avez pas énormément de temps. Et donc, on a fait ce choix de se tourner vers l'énergie off-grid, là où les schémas d'autorisation sont finalement beaucoup plus simples, puisque globalement, vous passez par des commissions qui sont des commissions avec uniquement des professionnels, qui connaissent très bien la mer, qui assez vite sont capables de peser le pour le contre, et finalement, on s'affranchit complètement de cette partie de débat public. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne manière de l'introduire, mais le fait est qu'aujourd'hui, effectivement, on connaît une forte croissance et avec énormément de projets qui naissent en dehors des, on va dire, déconnectés des réseaux pour s'affranchir de ces problèmes littoraux en particulier. Une sorte de pavillon de complaisance. Alors, c'est pas ça pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, on a aujourd'hui on travaille pour Meta, ex-Facebook, qui nous demande d'installer une station relais en plein milieu de l'Atlantique pour booster la puissance de leur câble sous-marin. Paradoxalement, c'est beaucoup plus facile d'aller faire installer une grosse plateforme en plein milieu de l'Atlantique que de l'installer à 10 km des côtes ici. Le schéma est aujourd'hui identifié et c'est pas un pavillon de complaisance. La réponse juridique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut demander une autorisation française. Au-delà de la plaisanterie, est-ce que vous pouvez développer pour nous, s'affranchir du débat public? Pourquoi en fait? Vraiment, si on va au fond des choses. Alors, nous soyons clairs, c'est une pure logique de développement. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous êtes une toute petite société qui a besoin de développer son chiffre d'affaires simplement pour gagner sa vie et payer ses salariés, soit vous rentrez dans un espèce de tunnel dont vous ne connaissez pas l'issue, parce que finalement, vous ne savez pas à quel moment on va vous autoriser à installer votre plateforme, à vous connecter au réseau et ainsi de suite. Ça peut être 2, 3, 4, 5 ans, et on est un peu dans un fil sans fin. Donc, en plus, quand vous n'avez pas les services juridiques, vous avez un peu de mal à saisir toutes les subtilités. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque un effort de lâcheté qu'on a fait, c'est-à-dire de se dire, soit on se lance là-dedans et il y a 9 chances sur 10 qu'on meurt dans les 3 ans qui viennent, soit on trouve un moyen de développer notre technologie et notre business loin du débat public, avec des schémas, encore une fois, d'autorisation. On n'est pas... on a des autorisations, mais on passe par la commission nautique et des choses où on va discuter avec les pêcheurs, discuter avec les ports, des gens qui vont être capables très vite. Il y a assez peu de débats finalement. Ces gens, ils connaissent bien les risques, ils sont capables de nous dire attention, vous posez pas là parce que nous, on a l'habitude de pêcher à cet endroit-là, il vaudrait mieux vous décaler de 4-5 km. Et finalement, on arrive assez facilement à trouver un consensus parce qu'encore une fois, le nombre de parties prenantes avec lesquelles il faut trouver un consensus est assez limité. La question du bien commun, je reçois des textos de la salle. Qu'est-ce qui vous ferait... Alors, j'entends la question du temps, de ce que la start-up ou la petite entreprise peut gérer en termes de temporalité. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous amènerait à prendre en compte cette notion de bien commun et à aller vers le débat public? Alors, ou en tout cas le débat avec les parties prenantes au sens plus large. Alors, j'ai envie de dire l'évolution naturelle de la technologie, parce que aujourd'hui, on a construit des unités qui font quelques kilowatts, quelques dizaines de kilowatts, qui répondent aux besoins de nos clients, qui nous permettent de gagner notre vie. Il n'empêche qu'on a envie de développer des unités plus puissantes et qui vont répondre aux besoins du réseau. Le jour où on va chercher à se connecter au réseau, naturellement, on devra accepter, je dirais, les procédures en place et on devra aller débattre publiquement pour savoir si les solutions qu'on propose sont un bon complément aux éoliennes, un bon remplacement des éoliennes. On devra aller faire un débat public. On vient de mettre un orteil dans le débat public parce qu'on a un projet avec la société Legendre de Rennes qui est un système de digue à récupération d'énergie. On vient remplacer une digue passive par une digue dans laquelle il y a un volet qui va produire de l'électricité. On a pour l'instant fait des essais à échelle réduite. Notre première digue à l'échelle 1, notre premier embryon de digue, on a un projet de rajouter 10 mètres à la digue d'Audierne, à la digue de Saint-Évête. Aujourd'hui, on est en plein débat public pour savoir si on va pouvoir mettre nos 10 mètres, rallonger de 10 mètres à la digue pour récupérer de l'énergie. Merci beaucoup pour ce témoignage qui montre que, en termes de, on va dire,
plonger dans le grand bain du débat, du dialogue, de la décision commune. Pour certaines entreprises, c'est pas évident, c'est pas simple. Peut-être une réaction au témoignage de Monsieur Longeroche? Non? Pas de aucun d'entre vous, si? Charlotte? Non, mais de toute façon, vous avez la possibilité En deux mots, Brigitte. En mer, le centre des aides, où se trouve la plateforme avec les professeurs, le live. Mais en tout cas, ce que l'on peut faire, si tu me permets, toi, tu aimerais qu'on pose une question? Bah, moi, je suis tout à fait. Ça m'intéresse toujours. Ce ne sera pas une question agressive parce que je pense que l'énergie des vagues, s'il n'y avait pas des projets comme ça, elle aurait du mal à décoller. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est comme si on a vu Pélamis et tout ça, enfin, toutes les grosses structures. On voit que c'était un peu en échec quoi, par rapport à l'éolien posé. Donc, c'est un peu comme les hydroliennes, hein, ça a du mal à marcher parce qu'en fait, il n'y a pas de. Et donc, je pense que l'énergie des vagues, si ça passe par là, on arrivera après aux grands projets, enfin d'autres projets qui permettront là après d'avoir un débat public. Et là, c'est comme sur des plateformes pétrolières, des choses comme ça, non Oui, c'est encore une fois communication, aquaculture. On a énormément de projets et alors je vous rejoins complètement. Enfin, je pense qu'il faut bien distinguer le test du déploiement industriel. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose que d'installer quelque chose qu'on peut retirer d'ailleurs et enlever au bout de 4-5 ans une fois qu'on a des réponses et de s'installer pour 20 ans et d'en installer 80. La dimension expérimentale. Charlotte, la toute dernière remarque et ensuite Madame Cazeneuve, nous vous passons la parole. Non, on n'a pas compris moi j'ai pas compris le système technologique. On est tout de suite parti sur le fait que vous squeezez le débat public, donc c'est juste ça qui nous fait réagir. Mais dans une innovation, quelle qu'elle soit, il y a un moment mesurer les effets induits de l'innovation dans son utilisation et qu'est-ce que ça va changer dans la société derrière. Donc nous, ce qu'on a appelé dans notre projet Terre-Mer une innovation, c'est aussi quand on peut, il n'y a pas que l'invention technologique. Là, on est à l'invention, quelle qu'elle soit. Après, c'est comment elle est utilisée dans la société et qu'est-ce qu'elle va induire comme alternative par rapport à ce qu'on fait. Et c'est tout le travail, je pense, du débat public et de la concertation que de dire, imaginons que cette chose arrive. Alors, peut-être elle est hyper vertueuse et on sera tous ravis, hein, je ne dis pas. Et peut-être qu'elle va induire autre chose. Je ne sais pas, quand on pensait dans les années 60 qu'on allait inventer l'engin volant, en fait, pas du tout. On a inventé c'est le smartphone qui a révolutionné nos sociétés. Est-ce qu'un jour, on s'est dit, est-ce qu'un smartphone, qu'est-ce que ça va induire, toute la chaîne que ça va induire dans notre société, alors que ça partait d'un truc super. Ben maintenant, on a des wagons de satellites dans le ciel, on a des choses incroyables. Je ne sais pas si on était en capacité d'imaginer tout ce que ça allait induire. Donc, c'est juste se dire, à un moment donné, il y a quelque chose de super, et c'est votre métier de construire des choses qui vont... mais c'est aussi notre métier, nous, société, chercheurs, etc., de se dire qu'est-ce que ça va induire derrière dans la société, au niveau environnemental, mais au niveau aussi social. Merci beaucoup. Timing très serré. Merci beaucoup pour ce témoignage, ce questionnement nouveau.